de la rentabilité. Les engrais verts qui sont en pleine fabrication. On avait des centaines d'euros en pommes cette année sur ce pommier et on a tout perdu à cause des pucerons. En ce moment, les oignons, ça va pas. Cette année, la récolte de paille devait être abondante et devinez quoi? Tout a versé. J'aurais rien du tout. On a déjà récolté des dizaines et des dizaines de kilos. Elles sont absolument énormes et je pense que ça, personne en a. Bah oui, et ça, qui peut se le permettre? C'est vraiment un luxe. C'est le bruit de la réussite. Et ouais, des milliers d'économies encore une fois. Sur cet itinéraire de tomates, je vais certainement récolter plusieurs dizaines et dizaines de kilos. Oh, écoutez. Il y a la cavalerie. Je vous montre rapidement ce qui se passe dans un autre terrain. Donc toujours chez moi. Vous voyez, j'ai semé des moutardes pour faire de la multiplication de semences. Alors vous voyez, là c'est en train de sécher. Et de toute façon on l'entend. Hein. C'est très sec. Il y aura beaucoup de paille pour retourner à la terre ici. Mais moi ce qui m'intéresse dans cette zone, ce sont les milliers de graines qui sont contenues dans ces siliques de moutarde. Donc là ça sera cool parce que on aura beaucoup normalement de récolte de graines pour pouvoir semer tout le potager en engrais vert. Parce que vous connaissez, le jardin, c'est aussi du travail d'engrais vert pour construire sa terre, pour mieux résister au climat. Et moi j'en ai marre de voir les gens qui ne font pas leurs graines eux-mêmes, ça me rend fou, ça me met hors de moi. Donc s'il vous plaît, sur internet, je veux voir plus de choses comme ça, de gens qui montrent qu'ils font leurs graines eux-mêmes. Et puis ceux qui ne font pas leurs graines eux-mêmes, et bah c'est pas grave, hein. Allez acheter pour 100 balles de graines chez Cocopelli chaque année, pour semer 3 salades et 2 tomates. Et puis m'emmerdez pas. C'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est le business. C'est le business. Faut bien faire tourner l'économie. Allez, à bientôt. Je vous avais parlé de ma vidéo sur la loi de modération, comme quoi les pucerons, ils venaient moduler les flux de fertilité dans les arbres, notamment la sève brute qui remonte de l'arbre. Ils se nourrissent de cette sève et en gros, ils viennent du coup tuer en gros la feuille au bout de l'arbre. Et vous voyez, ce pommier a du mal à s'en remettre parce que on le voit, il y a des nouveaux bourgeons. Le problème, c'est que sur ces nouveaux bourgeons, il y a des nouveaux pucerons entretenus par les fourmis. Ça, c'est problématique parce que j'avais déjà fait plein de traitements au savon noir, mais en fait, j'ai l'impression que ça a plus excité l'affaire que de la calmer. Vous le voyez, on a perdu beaucoup de fruits. Des centaines de kilos de fruits sont partis à la poubelle. Ça, c'est très très dommage. L'avantage, c'est qu'ici, ou plutôt l'inconvénient, c'est qu'ici, on a pas mal de cloportes. Vous le voyez, ici. Juste là, ici un deuxième, ici une petite centaine de cloportes dans la terre. Un autre truc que je sais pas pourquoi il y a ça, ici j'ai une limace zébrée qui est en fait en train de se décomposer. Alors vous le voyez, je sais pas pourquoi. Là ici on a un tube de bois et vous le voyez, juste au contact de la terre, il commence à se décomposer. Tant que la matière elle est blonde, ça se décompose positivement. Quand la matière elle noircit, comme ici, ça se décompose extrêmement négativement. Tout ça, je vais en reparler dans ma formation. Pour 40 €, vous pourrez avoir accès, non pas à des conseils basiques sur le jardin, mais vraiment à des méthodes avancées, évoluées, testées et approuvées pour passer de 0 à 1000 kg de récolte sur 100 mètres carrés par an en seulement un an. Donc si vous avez le courage de vouloir produire, la détermination pour pouvoir avancer chaque jour dans vos projets et dans le potager, rejoignez la formation, lien en bio pour les plus intéressés. Ici on se retrouve dans un autre terrain encore une fois chez moi et vous le voyez, on fait de la graine de moutarde. Donc c'est une deuxième série de graines de moutarde que j'ai faites. Et j'ai également ici du blé, des anciens blés, ou plutôt des blés anciens. C'est plutôt comme ça qu'on les appelle. Vous voyez, il commence à sécher pour certains. Les épis sont lourds. Et quand un épi est lourd et que la tige est haute et élevée, et ça tombe et ça verse. Et il est là le problème des blés anciens. C'est que certes, vous avez du très beau pied de blé. Mais le problème, c'est que vous aurez énormément de verse. Désolé pour ces petits moments de gêne suite au voisin malicieux qui a décidé de faire la tondeuse au moment où je commence ma vidéo. Et devinez quoi? Ça, c'est franchement énervant. Et ça me donne envie de tout péter. Mais bon, vous le voyez, là, ici, les blés sont très jolis. Ici, on a un pêcher. Première année. Vous le voyez? Première année. Et vous voyez, on a déjà des pêches. Donc ça, je vais le détailler. C'est un sion. Hein. Et vous le voyez, ça, je vais le détailler dans ma méthode. Comment gérer de A à Z. Non pas planter un arbre fruitier et récolter, mais devenir maître de culture des arbres fruitiers pour récolter directement. Vous voyez, il y a des pièges à se méfier. Ici, là, on a ce qu'on appelle du liseron
qui tourne, vous voyez, autour et qui s'accroche sur le support. Alors s'il continue de monter, il va accéder aux feuilles en haut et en gros les feuilles seront privées de lumière. Le liseron va prendre en puissance, c'est pas ce que l'on cherche à développer. Lui, il va perdre en puissance, c'est ce que l'on cherche à développer. Bilan des courses, on va se retrouver handicapé pour nos futures récoltes. Vraiment garder les parcelles propres pour éviter ce problème de concurrence. Vous le voyez, je suis dans ma parcelle de framboises. Et vous le voyez, c'est un itinéraire qui a été planté, ou du moins commencé à être planté en 2021. Suite à des travaux d'aménagement, j'ai planté là-bas 2 pieds de framboisier. Et vous le voyez aujourd'hui, je me retrouve avec une véritable framboiserie qui est bien plus haute que moi. Elle monte jusqu'à 2 mètres de haut. Et devinez quoi? En ce moment, on récolte à balle. On en est déjà à plusieurs dizaines de kilos de récoltés. C'est une méthode extrêmement importante, extrêmement intéressante que j'ai utilisée sur les framboises et qui me permet de récolter de manière importante de la framboise de qualité, tout en préservant la biodiversité. Ici une coccinelle à point jaune. Il faut se méfier par contre de ça, c'est l'ennemi invisible, le liseron, qui une fois qu'il est sorti et qu'il prend son départ vers le ciel et qu'il dépasse la hauteur maximale des plants, ça y est, on sait que le liseron commence à prendre en puissance. Donc tant qu'il est en dessous des feuilles, il perd de la puissance, et dès qu'il accède à la lumière, il faut tout de suite le couper, le moduler, parce que sinon il ne va pas pouvoir, il va se multiplier de manière beaucoup plus importante. Ce qui est important ici, c'est aussi également le tutorage avec des fils de qualité, une bonne consolidation avec des poteaux, et éviter que les framboises tombent, parce qu'une framboise qui tombe est une framboise qui voit l'ombre, et une framboise qui voit l'ombre est une framboise non sucrée. Donc il faut se méfier de ça, des framboisiers qui prennent peu le soleil. En général, les framboises sont de moins bonne qualité. Et toute cette récolte, évidemment, je vais le détailler un peu plus en détail dans ma formation complète. Je peux pas tout vous dire ici, c'est trop long. Pour une quarantaine d'euros, vous aurez également accès à comment récolter de manière optimale les framboises et s'en mettre plein la panse. Donc pour ceux qui ont du mal avec les framboises, suivez ma méthode framboisier de A à Z que je vais vous détailler dans la formation. En ce moment, les fleurs sauvages qui ont poussé spontanément dans le potager sont les facélies, mais également les bourraches qui sont en pleine action par les butineurs, notamment les abeilles, qui apprécient énormément ce doux nectar produit par les fleurs de bourrache. On a également les fleurs des aromatiques qui sont extrêmement visitées par tout un tas de petits coléoptères. Je ne sais pas si vous allez les voir juste ici, mais également par tout ce qui est cirfe et autres mouches fausses abeilles. Donc ça c'est extrêmement important pour multiplier la biodiversité. Il faut multiplier le nombre de fleurs et surtout le type de fleurs. Des fleurs en diversité vous fera différents pollinisateurs qui favoriseront ainsi la pollinisation de votre jardin. Ce n'est pas avec 3 tagettes ou alors avec 3 œillets d'Inde plantés entre vos tomates que vous allez entretenir une biodiversité à l'année. Il faut bel et bien des fleurs de différentes espèces provenant de différentes zones géographiques. Voilà, ici des fleurs de carottes qui ont tendance également à attirer tout un tas de coléoptères. Donc peut-être que ça c'est de la bruche, je ne sais pas. En tout cas ça les attire. Ici du trèfle qui attire énormément les bourdons. Vous l'aurez compris, les fleurs de différentes façons attireront des pollinisateurs de différents endroits. Et ça c'est incroyable parce que pour chaque espèce de fleur plantée ou plutôt qui existe, il y aura son pollinisateur associé. Ici les courges. Vous le voyez, les premières fleurs sont apparues ce matin. Et vous le voyez, les fleurs de courge ont tendance à être pollinisées par les abeilles. Mais bon, j'ai envie de dire, elles sont tellement occupées avec les facélies, avec les bourraches, qu'elles n'iront même pas mettre, je pense, un pied là-dedans. Donc pour suivre l'avancée des plants dans la serre à plants, ici j'ai toujours gardé un peu de côté des plants de tomates. Vous voyez, ici des plants de tomates, qui sont en fleurs, mais bon, c'est pas dérangeant si je les plante en pleine terre, je pense qu'ils vont bien pousser quand même. Il y a également des plants de laitue, ici, juste là, des plants de physalis, des plants d'épinards fraises, des plants de poireaux, de oignons, également de choux, des plants de poivrons, d'autres plants de laitue, des plants de melon, des plants de laitue à couper. On a tout un tas de plants qui sont là depuis déjà plusieurs semaines, qui sont prêts à être plantés, mais vous voyez que je garde de côté au cas où j'ai une crasse qui m'arrive. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des embûches, même c'est sûr qu'on va en avoir, mais ce qui est important c'est de savoir non pas constater l'embûche, mais de réagir à l'embûche. Parce qu'au fond, à la fin du mois, tout ce qui compte, c'est pas comment t'as compris le pourquoi du comment ton embûche elle est arrivée, mais c'est surtout d'avoir réagi de la meilleure des façons pour limiter au maximum le dégât causé par l'embûche.
je détaille tout ça dans ma formation. Vraiment, la maîtrise culturale et la vision globale, il y a vision et vision globale. Je sais pas si vous êtes au courant. Et celui qui a la vision globale retombera toujours sur ses pattes comme un chat. Donc, je vous laisse avec la formation, une quarantaine d'euros, mais des milliers d'euros en perspective de récolte. Donc à vous de faire le choix. Ceux qui comprendront, cliqueront. Ceux qui ne comprendront pas, vous resterez avec vos 3 laitues par mois. Vous le voyez dans la série de faire ses propres graines. Toutes les graines sont en attente de maturation ou sont prêtes à être battues et récoltées, comme ici pour les navets. Les choux, c'est un peu plus long. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je ne sais pas c'est quoi, d'où elle vient l'odeur, mais ça pue le chou. Ça pue le chou à balle. Alors je pense que ça vient du navet. Les navets, en fait, ils sont entrés en fermentation. Vous le savez que le navet, c'est un bulbe que l'on plante pour refaire sa propre graine l'année d'après. Ça peut également venir de ce chou rave qui a complètement éclaté et que l'on va déraciner. Ça peut venir de tout un tas de problèmes. En tout cas, les graines, elles, continuent à être faites. Ici, graines de navet. Ici, graines de chou. Ici, graines de betterave. Ici, graines de carotte. Ici, graines de chou rouge. Ici, graines de pois mange-tout. Ici, graines d'épinards. Ici, graines de fourrage. Ici, d'autres graines de chou de Milan. Juste là, des graines de pois violet. Ici, des graines de fèves. Et toutes ces graines me permettent d'avoir un jardin de qualité optimisé avec des graines en bonne santé, vigoureuses et en quantité pour pouvoir semer abondamment et récolter l'abondance. Alors vous le voyez au niveau des laitues, on a vraiment beaucoup d'itinéraires différents. Ici, un itinéraire en non-travail de sol, plantation récente, il y a de ça 2-3 semaines, donc bientôt arrivé à maturité. Il faut bien les arroser avant les fortes chaleurs, quand même. Ici, un autre itinéraire, laitue à couper. Évidemment, comme d'habitude, les plantes de la famille des crucifères montent en graines beaucoup plus rapidement que les autres, de la famille des laitues. Voilà, il y a tout un tas de mélanges, donc ça a été semé il y a maintenant 2-3 mois, prêt à récolter, encore une fois. Ici, double itinéraire, laitue repiquée, il y a de cela 1 semaine. Et sous toutes ces feuilles protégées à l'ombre des choux, d'autres laitues plantées il y a de cela 3 semaines. En ce moment, on tape dans ces laitues rouges qui sont juste là et qui sont belles. Et on a également le monde, j'ai envie de dire, à part de la zone à laitue, qui est encore une fois en pleine récolte. Mais attention, il faut se méfier, quelques-unes sont en train de monter à fleur. Donc, les laitues, on en a récolté beaucoup, à peu près une trentaine, des dizaines de kilos de récoltés, de manger, de préparer, et franchement, de déguster. Mais attention, il faut se méfier parce que là, en ce moment, les laitues peuvent monter à graines. Donc, ce que je vais faire, c'est au moment du repiquage, moi, une plantation un peu plus profonde des racines pour pouvoir mieux résister si l'on a un éventuel manque d'eau. Pour en revenir aux fèves et à leur exposition, vous voyez qu'ici, j'ai beaucoup de fèves, tellement que les plants ont tendance à plier sous le poids des fèves. Donc ici, c'est de la fève variété Sutton, faite ici pour la multiplication, mais elles sont tellement belles, tellement saines, vous le voyez ou pas, le feuillage est tellement propre, zéro, pas un pet de puceron. On a même les coccinelles qui se multiplient dans le feuillage. Donc là, on est un plant qui est costaud, un plant qui est bien enraciné, qui aime ce terroir visiblement. Donc là, on est dans un pot de terreau. Et c'est pour ça que je vous invite à jardiner avec des pots. Parce que le pot de terreau, il aura toujours la bonne structure. Et si vous avez des ravageurs et des maladies dans la terre, vous pourrez le comparer avec ce que j'appelle une potée. Et ça, c'est une potée, vous voyez, de fèves. Donc là, on a de la belle gousse. Hein. Franchement, là, je suis vraiment très satisfait quand on voit cette image de fèves là. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Voilà, là, on le voit encore mieux. Toutes ces fèves. Et regardez, je vais vous montrer les 2 itinéraires en pleine terre. Le premier, juste ici, commence à jaunir étrangement. Donc, on voit qu'il y a déjà une petite défaillance dans la terre. Donc ça, c'est le mildiou de la fève qui a pris part de certaines plantes. Les taches ici que vous voyez sur les gousses, c'est aussi du mildiou de la fève. Vous voyez, on a des ravageurs qui sont en train d'apparaître. Donc vous voyez ici, on peut se demander, est-ce que le sol est en bonne santé? Donc là, on a également le même symptôme. C'est un peu le même cas, en fait, sur toutes les gousses qui sont dans cette zone. Et dans une autre zone, à quelques mètres, juste là, ici, vous voyez, hein, je ne fais pas de coupure volontairement. Cette fois-ci, on a des pucerons. Des pucerons qui font beaucoup de dégâts et des gousses qui avortent, en fait, parce qu'elles sont tellement piquetées et aspirées, en fait, par les pucerons, qu'on se retrouve à devoir gérer non pas une culture de fèves, mais une culture de pucerons.
Par contre, les pieds qui n'ont pas ça, eux, ils sont en pleine forme et ils sont très beaux aussi, comme ceux en plan. En pot, en poté quoi. Voilà, et donc là franchement c'est très joli, j'aime beaucoup cet itinéraire là. Finalement il aura été plus joli, il aura été semé plus tôt, il aura eu plus d'embûches, mais au final les plants auront été plus jolis. Donc vous voyez, ça c'est une comparaison que j'avais fait la dernière vidéo, je vous avais dit, écoutez, dans la dernière vidéo je vous avais dit que je préférais ces plants là. Et finalement je change d'avis et je préfère ces plants là-bas. Et ces plants là-bas sont plus jolis parce que la terre est évoluée d'une autre façon. Elle a été développée d'une autre façon, cultivée d'une autre façon. Et tout ça, je peux pas vous le détailler. Évidemment, en vidéo, ça sera trop long. Donc pour ceux qui sont réellement intéressés et comprendre les interactions du sol de A à Z, je vous invite à suivre ma formation où je vais détailler cela de manière très précise et très scientifique. Pour ceux qui aiment bien également un peu de scientifique derrière les choses, de la vie, vous le voyez, vous pourrez comprendre et analyser pourquoi vous aurez en fait des beaux résultats dans certaines zones et pas dans d'autres. Au niveau des tomates, vous voyez qu'ici j'ai mon itinéraire tomate X choux en plantation intercalée de choux, comme je vous l'ai dit, c'est ça. C'est l'idée, c'est de voir un peu les interactions peut-être aux ravageurs, quoique ils ont l'air d'être gênés peut-être par l'odeur des tomates. Également au niveau des maladies, peut-être que les tomates vont avoir moins de mildiou parce qu'elles sont plantées au niveau des choux. Peut-être au niveau de la rétention d'eau, le fait que les choux aiment bien l'eau, ils vont pomper beaucoup d'eau, et donc les tomates qui elles aiment un peu moins l'eau parce qu'elles peuvent attraper le mildiou dans des environnements très humides, finalement vont être aidées. Donc ça c'est un bel essai en cours. Qu'est-ce que l'on peut dire déjà dessus? Que écoutez, les plants sont très beaux, il y a beaucoup de gourmands qu'il va falloir tailler parce que moi je conduis ici ces plants en haute densité. Donc je suis obligé de tailler, si je les laisse sauvages, ils vont prendre beaucoup trop d'espace et je n'aurai pas de choux. Donc je suis obligé de laisser de l'espace vital pour les choux qui sont plantés en intercalaire. En attendant les tomates, je vais les tailler aujourd'hui parce qu'on a un très beau temps. Voilà. Je vous montre également le deuxième itinéraire de tomates ici, cette fois-ci en plantation classique plein champ, en ligne. On a également de très beaux pieds. Vous le voyez, hein. Encore une fois, ils se sont ramifiés parce que je n'ai pas encore fait la taille des gourmands. Et vous le voyez, on a des pieds plutôt jolis, intéressants, de bonne facture, avec une grande vigueur, de belles feuilles bien vertes comme on les aime. Si vous n'avez pas ça à la fin de l'année, je pense que vous ne récolterez pas beaucoup. Je veux pas être méchant, mais débrouillez-vous en gros pour avoir du pied de tomate de qualité et en quantité, parce que c'est vraiment ça la clé. Donc vous voyez ici, ça c'est une tomate que je n'ai jamais expérimentée. Vous voyez la forme, je l'ai jamais eu chez moi. Donc ça c'est une tomate, je le sais que c'est une tomate, une variété Pendolino. Donc c'est une variété F1. Il faut également tester, il ne faut pas être fermé d'esprit. Le problème en France, c'est que beaucoup trop de gens sont fermés d'esprit. Et il faut savoir accepter de vivre avec son époque. C'est pareil pour les gens qui vous vendent des pompes à chaleur. C'est tout. Ça marche. C'est validé. Ça marche mieux que le poêle à bois. Ça chauffe mieux, de manière plus homogène. C'est un meilleur confort. Ça consomme beaucoup moins que des radiateurs électriques. Par unité d'énergie égale. Et il faut l'accepter. Donc vous voyez, il faut vraiment rester ouvert. Le problème de la France, c'est qu'il reste vraiment une sorte d'état d'esprit fermé qui fait que plus personne ne se parle. Le pays est en perdition à cause justement d'un manque d'essais, de globalité, de nuances. Vous voyez, tout est vrai ou tout est faux. C'est pas comme ça que ça marche, les amis, dans la vie. Il faut savoir nuancer ses propos. Au niveau des tomates, je vous ai également montré que j'ai des tomates supplémentaires en rab dans la pépinière. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver. J'en garde toujours un peu de côté. Ça ne coûte rien. Et ça permet également en fait en donner à gauche à droite s'il y avait de quoi en fait en donner. Si je n'ai pas de problème sur mes tomates, c'est pas grave, hein, je les donne ces plants-là. Dans le pire des cas, ils finissent au compost. Donc ils reviennent sous forme de matière organique recyclée, évoluée, transformée par les animaux du sol, sous forme de terreau extrêmement riche, extrêmement intéressant pour nos plantes. En gros, l'action sera de prendre ça et d'ouvrir ça. Et hop, voilà. Et on n'en parle plus. On se retrouve à la fin de l'année avec du compost. Donc vous voyez, il ne faut pas voir ça comme une perte. Les plants supplémentaires que l'on fait peuvent se perdre, vous voyez, mais on aura toujours de l'embûche, comme je vous l'ai dit. Pareil avec ces laitues. Vous voyez ici, une zone entière a grillé à cause de la chaleur, parce qu'on a le soleil qui arrive ici, beaucoup plus fort, parce que là, vous voyez, la bâche, là on le voit bien. Regardez, le soleil arrive comme ça. Cette zone ici était en UV 8-9 qu'on a eu là récemment avec les 30 degrés.
Et vous vous doutez bien qu'avec un UV 8-9 sur des laitues comme ça, plein soleil, plein cagnard, des petites alvéoles de terreau, on peut, malgré le manque, enfin l'arrosage artificiel que l'on fait avec l'arrosoir, il y a de la perte. Donc voilà, restez ouverts et faites des essais. Vous voyez là un troisième essai de culture tomate, mélangé avec des courges et mélangé également avec des betteraves. Et entresemé avec quelques concombres à gauche à droite. Donc vous voyez, ça permet d'avoir également un essai supplémentaire et voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, tout simplement les amis, tout simplement. La vie est simple. Au niveau des choux, vous connaissez que le Nord c'est quand même une région réputée dans le chou, surtout le Pas-de-Calais avec Saint-Omer et tous ces marais. Marais, marécage, parce que maraîchage, donc vous l'aurez compris que le chou aime l'eau. Ça tombe bien, il y en a eu pour ces itinéraires de choux. Et qu'est-ce que l'on a? On a une culture réussie, non pas en quantité, mais en homogénéité. Et ça, c'est un concept que personne ne vous parle. Vous voyez, là, on a vraiment les mêmes, je veux dire, les mêmes tailles, les mêmes stades de récolte pour tous les choux. Je vais vous prendre une unité de mesure qui va être la main. Vous voyez, là, j'ai une main, hop, vous voyez, hop, comme cela. Je garde mon unité de mesure, je me déplace, hop, chou d'à côté, même taille. Je me déplace, je garde mon unité de mesure, vous voyez, je fais pas de coupure volontairement, hop, même taille. Ici, plus petit parce que j'ai mon système de tournesol témoin, qui est là pour témoigner de la fertilité du sol. Naturellement, celui-ci est de la même taille que celui-ci, tournesol témoin, en témoigne. Ici, pareil, même traitement, tournesol témoin. Et le dernier, pareil, même traitement, tournesol témoin. Certes, il est plus petit, le tournesol témoin, ce qui permet d'avoir une compensation par une plus grosse pomme. Donc vous voyez, par ces tournesols témoins, ça permet de témoigner déjà du niveau de fertilité du sol. Avec les colorations des feuilles, on peut également avoir un deuxième indice au niveau des manques des éléments. Un troisième indice, c'est si on a des petites têtes, peut-être qu'il y a un manque d'eau. Donc il faudrait encore plus arroser, parce que lui, il a tendance à tirer, peut-être, on ne sait pas. Vous voyez, l'essai permet vraiment d'avoir du retour. Parce que, je suis désolé, mais si vous plantez, vous récoltez, et vous vous dites, je suis un bon jardinier, mais vous ne comprenez rien à ce que vous faites, bah, je suis désolé, mais vous n'êtes pas jardinier, c'est tout. Vous n'êtes pas maître de culture, vous êtes juste un gars qui plantait, et qui, par la chance du débutant ou pas, ou par l'expérience tout simplement, bah, vous savez gérer les cultures, mais vous n'avez pas compris. Et je trouve que vous passez à côté d'un beau domaine, c'est le domaine de la compréhension. C'est le domaine qui fait que, c'est le domaine des winners, j'ai envie de dire. C'est le domaine qui sépare les gens qui comprennent des autres qui ne comprennent pas. C'est le domaine qui, voilà, qui permet d'avoir des récoltes, peu importe la météo. Et qui, par exemple, comme en 2021, ceux qui ont eu du mildiou, bah, ont pleuré parce qu'ils n'ont pas eu de tomates. Ou alors en 2024, l'année passée, également année très humide, ceux qui ont eu du mildiou ont pleuré parce qu'ils n'ont pas eu de tomates. Alors qu'ils savaient très bien, et je vais vous montrer pour preuve un extrait vidéo en 2024, pour vraiment illustrer tous mes propos qui sont vraiment vrais, que, 1, je ne suis pas un menteur, 2, les années humides, il faut s'adapter. Et vous allez voir dans cette séquence, et ben en 2024, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté à balle, et ben du chou, parce que je le voyais venir. L'été humide, et ben devinez quoi? On n'a jamais eu autant de récoltes cette année, parce qu'on avait prévu le tir avec des cultures humides. Cette année, je le sens, était plutôt chaud. Je prévois le tir, de l'ail, je prévois le tir, beaucoup de tomates. Je prévois le tir avec également des courges et des courgettes, des melons, des concombres à foison. Parce que je sais que ça c'est des cultures qui demandent beaucoup, certes d'eau, mais aussi beaucoup de chaleur. Et vous le voyez, j'ai peu de cultures de haricots gras. Il y a un risque pour eux qu'ils se sèchent. J'ai également peu de cultures de carottes. D'ailleurs, le peu de cultures de carottes que j'ai semées cette année, et ben devinez quoi? Elles sont mourues. Elles sont mortes. Parce qu'en fait, vous le voyez bien, ici, juste là, il y a eu trop d'eau, d'un coup, d'un seul, donc tout est devenu plaqué. On en avait parlé de la battance du sol sur itinéraire carotte sur but, c'est un peu délicat à gérer. Et résultat des courses, bah, ça a fortement séché par la suite. On est dans une terre limoneuse qui sèche très vite et qui se humidifie très vite. Donc c'est un peu le pire terrain pour la carotte. Il faudrait plus de la terre sableuse. Et ben voilà, les pieds ici, c'est les seuls pieds qui en fait étaient là à la base, qui ont coulé avec l'excès d'eau. Et bah du coup, comme ils sont un peu plus enfouis dans la terre, c'est les seuls qui ont survécu parce qu'ils ont accès à plus d'eau. Et là ici, il n'y a pas d'eau parce que logique, on est en haut de la butte, il n'y a pas de carottes. Donc vous voyez, c'est juste la compréhension globale, savoir lire son terrain. Tout ça sera détaillé dans ma formation. Donc n'hésitez pas à suivre ma formation quoi. Pour 40 €, vous récolterez beaucoup plus. Et ne vous inquiétez pas, dans le pire des cas, vous pourrez reprendre ma formation
au fur et à mesure des années. C'est vraiment sur le long terme, ma formation, vous l'achetez une fois à vie. Il n'y a pas de système d'abonnement ou de vous payez 3,50 € tous les jours, ou tous les mois, ou toutes les semaines, et comme ça vous aurez de l'info en continu. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un levier pour récolter, comprendre et analyser sa terre. Voilà. La compréhension globale, la vision globale même, j'ai envie de dire, la vision globale. Toujours avoir la vision globale. Ceux qui n'ont pas la vision globale, ils sont aveugles. Pour revenir sur l'itinéraire des oignons, j'aime beaucoup cette culture, elle est assez intéressante à faire. On plante, on sarcle 2 fois et on récolte. C'est une culture qui est intéressante parce qu'elle est aussi vivrière, c'est-à-dire qu'on peut la conserver toute l'année et s'en déguster pendant de nombreux mois. Il y a également notre intérêt avec l'oignon, c'est que ça casse les rotations. On n'a pas trop l'habitude de mettre des oignons dans le terrain, dans le potager. Le jour où vous en mettez, vous allez voir, ça fera un total changement pour les parasites du sol, les ravageurs du sol, qui sont habitués à certaines textures de racines, certaines façons dont les plantes poussent. Les oignons, c'est une plante vraiment à part, qui pousse différemment, qui a tendance à pousser lentement mais sûrement. Vous voyez, c'est une culture à part, c'est une culture à faire. En ce moment, on est dans le stade de la bulbaison, comme j'aime le dire. Voilà, donc ça c'était de l'oignon de bulbe planté fin février, début mars, en très haute densité, essai cultural, hein, c'était un essai. Donc c'est à valider en fin d'année. Pour suivre cet essai, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous abonnez, vous aurez également accès à d'autres vidéos qui vont arriver par la suite, notamment le navet de A à Z, mais également d'autres vidéos que je ne vais pas vous dévoiler, parce que oui, il faut conserver le côté mystérieux. Il y a également autre chose au niveau des oignons, c'est que j'ai quand même pas mis tous les œufs dans le même panier, j'ai fait un essai classique, essai de densité normale, et vous le voyez, on a de l'oignon, non pas à balle, hein, on a de l'oignon. Donc ça c'est un peu la récolte sûre, l'assurance. C'est un peu l'assurance que vous payez chaque mois pour votre voiture. C'est l'assurance, voilà, elle est là. Au cas où en cas de panne. Sauf que moi, l'avantage, c'est que le jour où j'ai un pépin, je suis sûr de récolter. Alors que vous, le jour où vous avez un accident avec votre voiture, vous n'êtes même pas sûr d'avoir les indemnités. Et oui, c'est des malins, hein. Ils jouent sur les mots. C'est vraiment des malins, hein. Bon. En tout cas, les oignons, belle culture. Je vous invite à la faire. Moi sous filet parce que les ravageurs passent de temps en temps. Alors, point ravageur et point météo, en ce moment on a une période de sec. Et la mineuse chez moi est apparue on va dire, durant le mois d'avril. Voilà, pour faire simple, tout le mois d'avril j'ai eu de la mineuse. Et depuis ce mois d'avril, écoutez, je n'en ai pas. Vous voyez là j'ai des poireaux en pleine terre pour le repiquage. Donc je vais pas tarder à les repiquer d'ici 2 semaines. Parce que la date critique, la deadline, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la date critique pour avant que ce soit fini pour planter les poireaux, c'est début juillet quoi. Donc si début juillet vous n'avez pas encore planté vos poireaux, vous êtes dans une galère parce que vous n'aurez pas accès à des poireaux volumineux de qualité et de quantité et vous risquerez de vous retrouver avec des poireaux stressés qui montent à graines, des petits fûts. Donc tout ça est détaillé dans ma formation, la vision globale. Voilà, je vous mets des petits teasers quand même des autres plants de poireaux dont je dispose au cas où, voilà, au cas où, parce qu'il y a toujours un au cas où, malheureusement, c'est ça la vie, il faut toujours prévoir. Et vous voyez des poireaux un peu plus petits, plus modestes, mais quand même ce sont les miens. Et ça vaut beaucoup de choses. Donc les poireaux, c'est facile à faire soi-même, un grand pot, type pot de pépiniériste, de framboisier, vous plantez vos poireaux et vous êtes tranquille, voilà. Donc je vous invite à planter des poireaux, c'est une belle culture, comme l'oignon, une culture à part qui a tendance à changer et bouleverser les parasites du sol parce qu'ils sont habitués à avoir de la tomate, de la laitue, des choux. Donc bouleversez un petit peu vos itinéraires culturels avec du poireau, de l'oignon et le tour est joué. Voilà, vous aurez comme sur Mario Kart, vous aurez accès à des champignons. Voilà. Finalement, pour revenir à cette culture de petits pois, 2 choses, les pois violets et les pois mange-tout. Premièrement, ce sont des cultures de pois qui montent et ça me déplaît fortement. Parce que mes structures qui sont souvent situées à peu près, donc à hauteur de taille, voilà, à hauteur de taille, et oui, à hauteur de pantalon de chantier, comme on dit, par chez moi, et forcément, elles montent, elles dépassent le tuteur, et on se retrouve avec des pois qui tombent. Donc, pareil pour les pois violets, même sonnerie, même sonnette, même alarme, ce que vous voulez, et vous voyez, maintenant pour bouger ça, c'est extrêmement lourd, les cosses se remplissent, il est là le problème.
les cosses se remplissent. Et je vous l'ai dit, l'idée en fait d'une structure, enfin le problème en fait, la problématique de la structure, c'est qu'on a un poids variable. C'est-à-dire que cette structure-là a intérêt à être solide pour les plantes quand elles sont encore légères, avec peu de feuilles et peu denses. Elle a intérêt aussi à être solide quand il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de densité, beaucoup de poids en liane et en feuilles. Et ensuite en gousse. Donc vous voyez, c'est ça l'idée. Là j'ai mis un filet beaucoup trop souple. Les filets, je vous le recommande pas. Hein. Vous voyez, ça fait ça. Là, je suis emmerdé. Ma future récolte, elle va être compromise de pommes de terre. Ici, oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un carré de pommes de terre. Et ben vous le voyez, ça va être compromis. Je le sens mal, je le sens très mal. Vous voyez, là, on retrouve quelques plants de patates. Et sous les pommes de terre, voilà, on a ça. On a une véritable forêt. Voilà. Et là, le problème, la problématique principale, et elle est là. Donc, il faut se méfier. Les cosses violettes, c'est très très lourd, il y en a vraiment beaucoup. Là on les voit bien là. Il y en a vraiment beaucoup. Les systèmes de jambes de force que j'ai mis n'ont pas suivi. Donc le prochain tutorage en fait c'est pas du tout les filets casse-poubelle. Hein. Les filets c'est bidon. Et ça va être juste en fait de spammer. Voilà. C'est-à-dire de mettre beaucoup de tuteurs en bambou. C'est-à-dire que tous les 20 cm, je viendrai planter un bambou, ou 2 ou 3. Et je viendrai faire plein de tipis comme ça. Et ils seront arrimés sur mes bambous et ils seront pas arrimés sur des filets. Donc il est là malheureusement le problème en poids, en culture de poids mange tout, et même en culture de poids gourmand. Le problème c'est le poids variable avec des structures beaucoup trop fragiles. On se retrouve avec des itinéraires culturaux ratés. Donc si vous voulez en apprendre plus sur les itinéraires, les structures, les qualités de tutorage, tout ça et tout le secret finalement qui se cache derrière ces structures et le concept de poids variable, je vous détaille tout de A à Z dans ma formation. Voilà, donc je vous mets le lien en description. Mais la formation, c'est vraiment un plus. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment récolter, qui veulent du bon résultat, de qualité. Je vais finir avec les courges. Vous montrer quand même la qualité de la feuille. Regardez ça. Oh punaise, regardez ça. Nous sommes mi-juin. Et là, ça c'est une feuille. Voilà, ça c'est une feuille. Vous voyez, ça c'est une feuille. Voilà, c'est plus simple à montrer. Ça c'en est une autre. On a les fleurs qui apparaissent. On a déjà des beaux amis. Mais on a également des fleurs qui apparaissent, comme je vous l'ai dit, juste ici. Voilà, des fleurs. Donc la floraison débute doucement mais sûrement. L'essai variétal de cette variété de courge, je vous la détaillerai en fin d'année. Parce que là c'est encore un essai que je fais. Et je ne vous en dis pas plus. Pour cela, abonnez-vous ou suivez régulièrement la chaîne. Vous permettra d'avoir accès au nom de cette variété. Et on pourra en reparler en fin d'année, d'ici le mois de septembre, octobre, novembre, avec les rendements, les résultats, et on verra ce que ça a donné. Voilà, moi je vous dis à bientôt.